Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous pour suivre cette présentation. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste, enseignant de finance. Je vous invite à mettre un like sur la vidéo, s'il vous plaît, afin que la plateforme de diffusion puisse la proposer au maximum de personnes possible. Abonnez-vous sur notre compte YouTube Élisée Yonta, sur notre page Facebook Élisée Yonta, mais également sur notre compte X Élisée Yonta. Surtout, invitez vos amis afin qu'ils s'abonnent au maximum sur nos pages. Voilà. Je vous remercie infiniment pour cela. La vidéo que je fais est intitulée « Comprendre comment l'État du Cameroun lève l'argent à la bourse régionale des valeurs mobilières de la CEMAC, mais également comment il lève l'argent à la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. L'État du Cameroun, c'est trop dit, l'État du Cameroun, l'État du Congo, l'État de la République centrafricaine, l'État du Tchad et l'État du Gabon qui en ce moment font face à des difficultés d'ordre financier ou des difficultés de trésorerie, voilà. Notamment avec l'endettement, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais essayer d'expliquer, puisque comme je vous ai dit, ça se fera en plusieurs vidéos, pour que vous puissiez la possibilité de bien comprendre de quoi on parle. D'abord, pourquoi un État s'endette? Un État s'endette parce qu'un État doit faire face à des dépenses. Hein. Ce sont des dépenses de souveraineté, tout ce qui est la diplomatie, la contribution aux grandes organisations internationales, la contribution, par exemple, des aides quand il y a des problèmes en temps de catastrophes naturelles, etc. L'État des dépenses de souveraineté qui sont des dépenses de sécurité, hein, la défense, le territoire intérieur ou domestique, hein, l'équipement militaire, l'entraînement des forces, le renseignement, etc. Non, l'État a énormément de dépenses à faire de ce côté-là. L'État a des dépenses intérieures, hein, l'éducation, la formation professionnelle, des dépenses ce qu'on appelle de fonctionnement, le paiement des salaires de fonctionnaires, de l'administration centrale, des collectivités locales, de certains organismes de l'État, les universités par exemple, certains établissements publics. L'État a des dépenses d'investissement, voilà, l'État a des dépenses d'investissement, ça veut dire construire une route, construire un pont, construire un hôpital, construire une école, mettre la fibre optique, par exemple, etc. Ce sont des dépenses dont l'État doit faire face. Et l'État doit également, parfois, quand il s'est endetté, il doit rembourser les dettes hein, donc qu'il a contractées. Donc, ça s'appelle le service de la dette. Ça veut dire le paiement du principal et le paiement le paiement du principal et le paiement des intérêts qui sont adossés à cette dette-là. Donc, tel que je vous ai expliqué, un État, ça a des besoins et ça a des ressources. Voilà. Donc, ça a des ressources, ça a des emplois. Les emplois, ce sont les dépenses dont il doit faire face. Et les ressources, ce sont des impôts. Donc, les ressources en termes d'impôts, les ressources en termes de droits de douane, les ressources en termes d'enregistrement, etc. Les dons des pays étrangers, mais également, l'État fait face à l'endettement parce que il y a ce qu'on appelle les besoins réels. Ça veut dire que s'il fallait simplement payer les salaires des fonctionnaires, bitumer quelques routes ou reprofiler quelques routes et etc. Bon, ce sera l'équilibre. Ça veut dire que l'État aura l'équilibre. Je rentre 4 000 milliards, je fais un budget qui s'équilibre à 4 000 milliards. Et on s'arrête là. Sauf que, quand vous avez une population jeune, quand vous avez une dynamique démographique, ça veut dire que les femmes accouchent 4, 5, 6 enfants, la population grandit vite. Prenez la population du Cameroun. En 1960, c'était 3 millions d'habitants. En 2025, c'est 40 millions d'habitants. Et si on ajoute ceux de la diaspora, c'est 50 millions d'habitants. Donc,
la population grandit vite, les besoins naissent. Il faut construire plus d'écoles, il faut construire plus de dispensaires, il faut faire plus de routes, il faut donner plus de branchements d'électricité, de branchements d'eau, etc., etc. Donc, l'État commence à élaborer un budget qui tient compte des besoins réels de la population. Et souvent, ce budget est déséquilibré. Il est déséquilibré parce que le montant nécessaire pour les besoins est plus élevé que le montant nécessaire, que les recettes qui rentrent. À partir de ce moment, l'État fait face à un déficit structurel de son budget. Donc, les besoins en ressources financières pour couvrir les dépenses sont plus élevés que le montant réel des ressources que procurent les régies financières. À partir de ce moment, l'État recourt à ce qu'on appelle l'endettement. Voilà, l'endettement. L'endettement. Et cet endettement, l'État peut le trouver auprès des institutions bilatérales. Bilatérales, ça veut dire la DEG allemande, l'USAID américain, le FMO hollandais. Ça, ce sont des institutions bilatérales. L'État peut également le retrouver auprès des institutions multilatérales. Les institutions multilatérales, ce sont des institutions multilatérales, ce sont des institutions telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque de développement des BRICS, etc., etc. Ce sont des institutions multilatérales. Voilà, des institutions multilatérales. L'État peut également trouver des ressources auprès des banques commerciales. Ça veut dire que l'État, l'État du Congo, l'État du Gabon, l'État du Cameroun, peuvent emprunter l'argent auprès des banques commerciales. L'État du Gabon peut emprunter 100 milliards de francs auprès de la BGFI Bank. L'État peut même faire syndiquer ses prêts. Syndiquer ses prêts. Autrement dit, les prêts syndiqués. Autrement dit, l'État peut demander à plusieurs banques de se mettre ensemble. Par exemple, l'État du Gabon décide de lever 100 milliards de francs et décide de syndiquer le prêt. Ça veut dire que ce ne sera pas la BGFI seule qui va prêter à l'État. Il y aura peut-être 5 banques. La BGFI venant en première position prêtera peut-être 40 milliards. Il restera 60 milliards. Les 4 autres banques prêteront peut-être 15 milliards chacune. Et mis ensemble, ça fait 100 milliards de francs. Ça permet de réduire le risque pour les banques, l'exposition en cas de non-paiement. Ça permet pour les banques de réduire le... Donc l'État peut emprunter de l'argent aux banques commerciales, un crédit, hein, et les banques commerciales peuvent prêter de l'argent à l'État, donc peuvent accorder un crédit à l'État. Les banques commerciales peuvent également prêter de l'argent à l'État via ses démembrements, par exemple des sociétés publiques dont le capital est détenu à 100% par l'État, et c'est l'État qui se porte garant, donc en émettant une garantie tout risque pour cela. Donc ces prêts-là sont pris en charge par l'État. C'est ce qui se passe en ce moment au Cameroun, où les sociétés d'État ne sont pas capables de payer les banques, et l'État du Cameroun est décidé à reprendre ces prêts-là à son compte et leur sortie du bilan des entreprises d'État. Ça permet aux entreprises d'État d'avoir un bilan un peu propre, quand bien même le bilan, je prends un exemple, c'est la SICAM. La SICAM est quasiment en cessation d'activité. Si la SICAM devait beaucoup d'argent chez les banques, par exemple 100 milliards, l'État reprend ces prêts-là auprès des banques et ça nettoie les 100 milliards auprès de la SICAM. Et la SICAM peut être propre, par exemple, avec un actif pour être revendu à des investisseurs privés. Voilà. Ça aussi, ça augmente l'endettement. Je dis ça parce que c'est important. Souvent, quand les gens viennent à la télévision raconter des conneries en disant l'État du Cameroun est endetté de 20 000 milliards, ils racontent vraiment des balivernes. Vraiment des balivernes. Ça dépend ce qu'on met à l'intérieur. Le problème, c'est que on ne leur voit pas nous démontrer quelque chose. Ils disent plutôt, je suis docteur, je suis machin, etc. Qui sont des couillonneries dont personne n'a envie d'entendre parler. Donc, ça, c'est important. Donc, l'État emprunte l'argent auprès des bailleurs de fonds bilatéraux, multilatéraux, emprunte l'argent auprès des banques commerciales. L'État emprunte également l'argent auprès de la Banque centrale. Donc, je vous expliquerai comment ça se passe, une levée de fonds de l'État auprès de la Banque centrale. En l'occurrence, la BEAC, par exemple.
Comment est-ce que le Congo lève l'argent à la BEAC? Comment est-ce que le Cameroun lève l'argent à la BEAC? Comment est-ce que la République centrafricaine lève l'argent à la BEAC? Voilà, j'expliquerai comment ça se passe. Et l'État emprunte de l'argent également à la bourse des valeurs mobilières. La bourse des valeurs mobilières. Dans l'Afrique de l'Ouest, c'est la BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières, hein, de l'Afrique de l'Ouest. Là. En Afrique centrale, c'est la bourse régionale des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Donc, la BRVMAC, je crois, quelque chose comme ça. Donc, la bourse régionale des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Donc, vous voyez vous-même hein, que voilà le cadre qui est fixé pour que vous compreniez à peu près comment est-ce que ça fonctionne. Non? Donc, comment est-ce que les États lèvent de l'argent pour se financer. Dans cette présentation-là, je vais m'appesantir, essayer de vous expliquer, c'est important. Ça va permettre plus tard que vous compreniez pourquoi il y a un risque de faillite bancaire. Quand un État va emprunter l'argent à la banque, je rappelle, la Banque centrale, la BEAC, c'est une banque d'émission. Une banque d'émission. Ce n'est pas une banque comme une banque commerciale. On dit c'est la banque centrale, c'est une banque d'émission. Elle émet de la monnaie. Elle crée de la monnaie. Bon, d'abord, je vous explique comment la monnaie est créée. La monnaie, avec l'économie moderne aujourd'hui, est créée d'abord par les banques commerciales. D'abord et principalement par les banques commerciales. À travers le crédit. Donc, quand les banques commerciales émettent de l'argent, émettent du crédit, par exemple, vous allez dans une banque, vous dites, je veux un crédit de 1 milliard pour dédouaner un bateau de riz au port. Les 1 milliard que la banque vous donne, ce n'est pas forcément ses fonds propres. Ce n'est même pas parfois les dépôts de la clientèle qu'elle a. Simplement, les conventions internationales via les ratios de Bâle 1, surtout de Bâle 2, hein, disent que quand si vous avez des fonds propres qui sont à 50 milliards de francs par exemple, à 100 milliards par exemple, vous pouvez emprunter, je crois, c'est 3 fois, hein, ou 2,5 ou 3, ou c'est 3 fois le montant de vos fonds propres. Ça veut dire que vous pouvez émettre des crédits à hauteur de 300 milliards. Donc, quand vous arrivez, si la banque a déjà émis 200 milliards et que vous voulez 1 milliard, la banque peut prendre des garanties, par exemple un titre foncier, une garantie de l'État ou autre, et vous donner un crédit d'1 milliard de francs pour aller dédouaner votre conteneur au port. Elle peut utiliser un système de tierce détention ou des choses comme ça pour vous donner 1 milliard de francs pour que vous ayez dédouaner votre riz au port, vous vendez et vous venez repayer la banque. Ça, c'est important. Hein? C'est des mécanismes qui permettent voilà, aux banques de fonctionner, par exemple, de fonctionner et de travailler. Donc, la banque crée de la monnaie à travers la politique du crédit. Donc, quand elle émet du crédit, quand elle émet une lettre de crédit documentaire, quand elle émet une lettre de remise documentaire, quand elle émet une lettre de change, quand elle émet les mains bien à ordre, etc., tous ces instruments de paiement à court, à moyen terme, elle crée de la monnaie. Ça ne correspond pas forcément à l'argent qu'elle a dans ses caisses. Voilà. C'est pour ça que quand vous allez à la banque, si vous avez un conteneur, vous avez besoin de 100 millions au port, la banque va vous financer plus facilement en vous donnant un chèque pour aller payer que de vous donner les espèces. Parce que les espèces, la liquidité ne les a pas toujours en compte. Donc, elle crée de la monnaie. Ça, ce sont des conventions internationales. Et cette création monétaire est surveillée par la Banque centrale à travers ce que vous appelez la COBAC, qui contrôle ce qu'on appelle les ratios prudentiels pour s'assurer que les engagements ou les encours des banques soient dans les ratios prudentiels fixés par les traités internationaux, notamment le traité de Bâle, dont on parle des ratios de Bâle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les banques centrales, les banques commerciales créent de la monnaie. La deuxième, c'est la Banque centrale, donc la BEAC dans le cas de la CIMAC, la BCAO dans le cas de l'Afrique de l'Ouest. La BEAC crée de la monnaie, hein, contrairement à ce que j'entends souvent les gens dire, le CFA est fabriqué à Chamalières, ça c'est des broutilles d'enfants. Je ne dis pas que je suis pour le CFA, mais je dis que ça c'est des broutilles d'enfants, ça ne correspond à ceux qui disent ça. Je ne vais pas dire vraiment ce que j'en pense, sinon ça va gâter mon direct. Donc, l'État crée la Banque centrale crée de la monnaie de deux manières. Quand nous exportons des marchandises dans un pays étranger, par exemple, nous exportons du cacao en Hollande. Nous exportons 100 000 tonnes de cacao en Hollande.
la tonne de cacao vaut 2 millions. Ça fait 200 milliards de francs. La Banque centrale de Hollande, les banques hollandaises vont émettre les lettres de crédit documentaires vers leurs fournisseurs camerounais. Ça peut être Neo Industries, ça peut être Telka, ça peut être Tamso ou autres. Vont émettre des lettres de crédit vers ces gens. Donc, quand elles émettent des lettres de crédit vers ces gens-là, quand la marchandise est livrée, on fait ce qu'on appelle le clearing. Donc, le clearing, ça veut dire que la Banque centrale du Cameroun a le pouvoir d'imprimer ou d'émettre sur le compte, de créditer sur le compte des banques l'équivalent de 200 milliards en CFA. Si par exemple, les 200 milliards, c'était en euros par exemple, la parité est fixe, ça va faire 200 milliards de francs CFA. Si c'est par exemple en dollars et que la valeur du dollar s'est appréciée, ça peut faire 210, 220 milliards de francs CFA par exemple. Donc, la Banque centrale, la BA, crée de la monnaie quand on exporte et détruit de la monnaie, c'est l'inverse, quand on importe. C'est pour ça que on dit que l'importation appauvrit, l'exportation enrichit. Donc, Paul Biya ne peut pas dire qu'il combat la pauvreté puisqu'il n'a fait que tout faire pour faire du Cameroun un pays, un comptoir commercial. Donc, qui dit comptoir commercial dit qu'on importe tout, donc on s'appauvrit. Alors qu'à son prédécesseur, Ahidjo, avait tout fait pour faire du Cameroun un pays d'exportation. Exportation de l'huile de palme, du café, du cacao, de l'EVA, de la banane, du coton, etc., etc., etc. On avait une forte exportation agricole, mais également des matières premières comme l'aluminium et autres qui faisaient que on s'enrichissait. Donc, ceux qui avaient 5 ans à cette époque peuvent bien se rappeler que les grands-parents, tous là étaient des grands agriculteurs qui chacun avait une voiture, 2, 3 même parfois, vivaient confortablement et c'est eux qui nourrissaient la ville et c'est eux qui avaient, voilà, ça s'est inversé aujourd'hui. Donc, vous voyez comment la Banque centrale crée la monnaie. Hein? La Banque centrale crée la monnaie, quand il y a exportation, elle crée la monnaie. Mais également, la Banque centrale crée de la monnaie à travers le bon de trésor. Ça, c'est important. Il faut le savoir. C'est quoi un bon de trésor? Quand un pays comme le Congo-Brazzaville, quand un pays comme la République centrafricaine a besoin d'argent, à partir du moment où ils sont actionnaires de la Banque des États de l'Afrique centrale, dont la BEAC, ils ont des administrateurs au conseil d'administration de la BEAC, leur trésor public a un compte à la Banque centrale, donc à la BEAC. Le trésor public du Cameroun a un compte à la BEAC, le trésor public de la Centrafrique, le trésor public du Tchad, le trésor public du Congo, le trésor public du Gabon, de la Guinée équatoriale, de Sao Tomé et Principe, etc., etc. Donc, quand ils ont un compte à la Banque centrale, ils peuvent donc demander à travers l'émission de bons de trésor. Ça veut dire que on calcule ce qu'on appelle la base bancaire. Bon, je ne vais pas vraiment vous fatiguer avec les concepts ici. La base bancaire, ça veut dire la capacité d'emprunt des banques commerciales du pays. Par exemple, dans un pays comme le Cameroun, la base bancaire, c'est 2500 milliards, je crois. Si j'avais lu un document du ministère de l'économie et des finances de France, c'est 2500 milliards à peu près. Donc, ça veut dire que le gouvernement camerounais peut lever 2500 milliards à la BEAC, mais il ne doit pas excéder la base bancaire. Voilà. Il ne peut pas excéder la base bancaire. Et comment est-ce qu'il emprunte donc l'argent à la BEAC? Il émet un papier qu'on appelle le bon de trésor. Le bon de trésor. Ça veut dire que le gouvernement écrit un papier et dit à la Banque centrale, je te donne ce papier, par exemple 100 milliards de francs. En contrepartie, la BEAC imprime 100 milliards de francs, soit en billets de banque, soit en crédit au compte du trésor, parce que le Cameroun a un compte au trésor, a un compte du trésor à la Banque centrale, le Gabon a un compte du trésor à la Banque centrale, le compte de ce pays à la Banque centrale va être crédité de 100 milliards de francs. Et les 100 milliards, la Banque centrale détient par devers elle un papier qu'on appelle le bon de trésor. Ce papier matérialise le prêt. Donc voilà, la Banque centrale a émis de l'argent et a prêté cet argent
à un des États. Et cet État peut utiliser cet argent. Et lorsque cet État rembourse l'argent à la Banque centrale, on détruit le prêt. Mais quand le pays a dépassé la base bancaire ou a atteint la base bancaire, la Banque centrale ne peut pas imprimer de l'argent pour lui parce que ça fait courir un risque inflationniste. Voilà, ça fait courir un risque d'augmentation de la poussée inflationniste. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la Banque centrale, voilà comment elle prête de l'argent aux États. Voilà, elle prête de l'argent aux États. Donc, je vous ai expliqué jusque-là comment est-ce que la levée de fonds se passe avec la Banque centrale, comment est-ce que la Banque centrale injecte l'argent dans le circuit économique. Je pourrais parler encore de l'open market, mais ça, pour l'instant, ça n'a rien à voir avec la présentation là, mais ça reviendra avec la présentation vers la fin, où on essaiera de vous expliquer comment il va falloir restructurer les banques. Ça, c'est important. Donc, voilà. Maintenant, comment il se passe une levée de fonds à la bourse via la vente des obligations? Là, ça me permet ici de répondre à Guy Simon Gakam qui a dit que les prêts, je n'ai pas voulu discuter parce que ça va me donner les mots de tête inutilement, hein, que les prêts bancaires, ça se passe à la banque centrale, que les prêts, ça se passe à la banque. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Je rappelle, je réexplique ça pour une énième fois, parce que j'ai déjà expliqué ça dans des vidéos antérieures, notamment dans la vidéo concernant le Congo-Brazzaville. Lorsque un État a besoin d'argent, cet État se présente désigne une banque, une ou plusieurs banques, par exemple. Désigne une banque qu'on appelle banque arrangeuse. Voilà. Le travail de la banque arrangeuse va consister à rédiger le travail de la banque arrangeuse va consister à déterminer, voilà, dit vous voulez combien, donc le montant que vous voulez pour la banque en question, le montant que vous voulez, le montant d'argent que vous voulez, à quel taux vous voulez, le coupon, ça veut dire la valeur faciale, par exemple, ça peut être 100 000 francs, ça peut être 200 000, ça veut dire si vous prêtez 10 milliards en coupon de 100 000 francs, donc 100 000 francs, 1000 coupons, ça fait 100 millions, 10 000 coupons, ça fait 1 milliard, 100 000 coupons, ça fait 10 milliards de francs. Donc, il faut déterminer le taux d'intérêt applicable au prêt, donc combien est-ce que vous remboursez l'argent, le montant du prêt, le montant du coupon, ça veut dire on vend par série de combien, les coupons, la valeur du coupon c'est combien, ça peut être 100 000, ça peut être 200 000, ça peut être 500 000, ça dépend, c'est ça qu'il s'agit. Et maintenant, les clauses de sûreté, ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent les covenants, donc les clauses de sûreté. Donc, on détermine les clauses de sûreté. Donc, ça, ce sont des contrats qui sont rédigés par cette version du contrat est rédigée par des avocats d'affaires. Donc, les clauses de sûreté qu'on appelle les covenants. Donc, on met en place ce qu'on appelle les covenants. Et quand on met en place ce qu'on appelle les covenants, on rédige le contrat. Généralement, aujourd'hui, les avocats ne rédigent pas grand-chose parce que les contrats sont standardisés. Moi-même, ça m'arrive de faire boucler les opérations de levée de fonds sans faire des contrats, sans recourir à un cabinet d'avocats d'affaires. Parce que les contrats aujourd'hui sont standardisés, en fin de compte. Donc, les gens rédigent les contrats. Et une fois qu'ils ont rédigé les contrats, donc, l'arrangeur s'adresse à d'autres établissements bancaires. Par exemple, si c'est EcoBank qui arrange le prêt, il appelle UBA, il appelle Société Générale, il appelle Affluent Bank, il appelle NFC Bank, il appelle CBC Bank, il appelle CCA Bank, il appelle toutes ces banques, il les met ensemble. Et quand il les met ensemble, il leur dit, voilà, nous avons un prêt qui est d'un montant de tant. Et ce prêt-là, nous le mettons sur le marché. C'est l'État qui lève, par exemple, 175 milliards de francs. C'est en coupure de 100 000 francs. C'est à un taux de 6%. Sur une durée de 6 ans. Le remboursement est semi-annuel, donc semestriel, donc 2 fois par an. Ça veut dire qu'on vous rembourse 2 fois par an. On vous rembourse à la fin du mois de juin et on vous rembourse à la fin du mois de décembre. Donc, les intérêts, hein, en tout cas les intérêts. Et le principal est payé à la fin des 6 années. Donc, si par exemple l'État lève 100 milliards de francs à 6%, ça veut dire que chaque année, on va calculer les intérêts, ça fait 6 milliards.
l'État, au 30 juin, va payer 3 milliards de francs. Au 30 décembre, va payer 3 milliards. Donc, ça fait 6 milliards qui représentent 6% le montant des intérêts. Et à la fin des 6 années, l'État va payer les 100 milliards de francs. Ça veut dire qu'il va payer 6 milliards par 6 ans, ça fait 36 milliards. Et à la fin de la dernière année, il va rembourser les 100 milliards. Donc, le coût total du prêt sera de 136 milliards. Ça, c'est ce que, en théorie, parce que il faut ajouter, par exemple, 4 milliards pour celui qui arrange, il faut ajouter les assurances, etc. Ça va faire 136. En gros, disons, ça va aller aux alentours de 145 milliards de francs. Voilà comment ça se passe. Je pense que là-dessus, si vous avez des questions, posez la question sur ma page ou sur mon compte YouTube, sur mon compte X, ou bien sur mon compte Élisée Honta Facebook. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais je crois que j'ai expliqué. Maintenant, ce que les gens doivent comprendre, là quand on dit c'est des titres négociables, la raison pour laquelle les gens achètent les obligations de l'État, cotées à la bourse, j'insiste bien, cotées à la bourse, parce que si on arrange, c'est parce que c'est coté à la bourse. Et celui qui arrange veille à se conformer aux normes édictées par la Commission de surveillance des marchés financiers. Dans la CEMAC, la Commission de surveillance des marchés financiers s'appelle la COSUMAF. C'est de ça qu'il s'agit, à moins qu'il y ait un changement. Ceux qui sont aux États-Unis, la Commission de surveillance des marchés financiers s'appelle la SEC, Security Exchange Commission. En France, la Commission de surveillance des marchés financiers s'appelle la COB, je crois, Commission des opérations boursières, voilà, etc., etc. Donc, vous pouvez fouiller pour tous les autres pays. Donc, l'arrangeur fait à ce que le prêt se conforme aux normes de la commission. Et ces prêts sont ensuite admis à la cote sur les marchés. Ça devient donc des titres négociables. Négociable, ça veut dire que vous êtes une banque. Vous avez acheté la dette de l'État du Cameroun pour 20 milliards de francs. Et ponctuellement, vous avez besoin, c'est un placement. Donc chaque 6 mois, l'État vous verse les intérêts. Vous avez par exemple acheté pour 10 milliards de francs. Chaque 6 mois, l'État vous verse 300 millions. À la fin d'année, il vous verse encore 300 millions. Donc vous recevez 600 millions. Par exemple, après 3 ans, vous estimez que vous avez des gens qui viennent vous lever de l'argent. Par exemple, vous avez une demande en termes de découverte de vos clients parce qu'il y a par exemple un grand projet qui se passe au Tchad et vos clients ont gagné des marchés là-bas et vous avez étudié la personne, la multinationale avec qui ils vont travailler va certainement les payer et ils ont besoin des prêts à 15% sur 3 ans. Alors vous dites, bon, pourquoi est-ce que je vais garder encore la dette de l'État à 6% pendant 3 ans? Je préfère vendre la dette de l'État. En ce moment, comme c'est des titres négociables, si vous aviez pour 10 milliards, vous mettez les 10 milliards à la vente. Ça veut dire que vous appelez la société qui garde les titres, qui conserve les titres à la bourse des valeurs mobilières, et vous lui demandez de revendre ces titres-là. Donc, quand cette entreprise revend les titres, vous percevez les 10 milliards. Si c'est au milieu du semestre, vous ne percevez pas les intérêts. Ça s'appelle un titre négociable. Négociable, ça veut dire que comme vous achetez, comme vous pouvez vendre. Et quand un titre est coté à la bourse, ce qu'on appelle le coupon devient le price, market price. Ça veut dire que le prix sur les marchés. Pourquoi? Parce que si les gens vendent beaucoup, revendent votre titre parce qu'il y a une mauvaise nouvelle et revendent votre titre, la valeur du coupon baisse et la valeur des intérêts augmente. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la valeur du coupon baisse, la valeur des intérêts augmente. Je répète, la valeur du coupon baisse, la valeur des intérêts augmente. Voilà, c'est important de le savoir. Donc, on dit que c'est des titres négociables. Le coupon devient le prix, price, market price. Les intérêts deviennent le yield, c'est-à-dire que les intérêts, si jamais les gens vendent beaucoup, les intérêts augmentent. Si jamais les gens achètent beaucoup, les intérêts baissent. Alors, si les gens commencent à acheter beaucoup de votre dette parce que vous payez bien, etc., etc., il faut savoir que le market price de vos intérêts baisse. Et quand le market price de vos intérêts baisse, vous faites de bonnes affaires, vous l'État, parce que vous remboursez au market price.
c'est coté à la bourse, vous remboursez au market price, il y a un spread, ça devient favorable à cet état-là. C'est pour ça que je dis d'abord, l'idée du rééchelonnement devient donc une mauvaise idée. Parce que c'est un mauvais signal de nos investisseurs. C'est important. J'espère que les gens comprennent bien. Mais si vous ne comprenez pas, posez les questions, on va vous expliquer. Donc, vous avez le coupon, vous avez le yield. Voilà, je vous passe d'autres concepts comme les durations, les standard deviation. Ça, c'est pour les spécialistes. Si vous voulez un jour, en prenant une feuille de calcul Excel, je vous expliquerai ça. Mais ce genre de direct là, vraiment, c'est chiant parce que vous commencez avec 300 personnes et dès que vous commencez à expliquer, vous voyez que les gens s'en vont parce que ça les fatigue. Comme on dit, c'est boring. Voilà. Donc, c'est important. Donc, les titres sont négociables, je répète encore. Et quand c'est négociable, il y a le taux d'intérêt qui est le yield, il y a le coupon qui devient le price. Ça, c'est important. Les deux concepts là sont largement suffisants. Je vous passe les autres concepts à côté. Donc, est coté à la bourse. Ça veut dire que si une banque a des besoins de trésorerie, il peut vendre le titre sur le marché de la bourse. Une autre personne peut l'acheter et le détenir par devers lui. C'est important. Je m'arrête là. J'espère que les gens ont bien compris comment ça marche, les levées de fonds de l'État, hein, à travers les bailleurs bilatéraux, à travers les bailleurs multilatéraux, à travers la banque centrale. C'est important. Lève l'argent à la banque centrale à travers les titres vendus sur les marchés financiers, qui sont des titres négociables. Ça veut dire que les banques qui viennent acheter sur ce qu'on appelle le premier marché, donc dans les salons feutrés, et ces banques-là dégagent ça par devers elles, mais ils sont cotés à la bourse. On attribue à ce titre-là ce qu'on appelle un CUSIP. CUSIP, voilà, CUSIP. C'est un numéro, par exemple. Quand vous voulez acheter Amazon, on dit AMZ. Quand vous voulez acheter Apple, par exemple, on dit APPL. Par exemple, c'est ce qu'on appelle le CUSIP. Donc, elles ont un CUSIP et le CUSIP permet d'être coté à la bourse. Et quand vous, par exemple, si vous voulez acheter le titre, vous achetez le titre, il y a toujours des gens qui vendent. Il y a des gens qui émettent des ordres de vente. Des gens qui émettent des ordres de vente, il y en a qui émettent des ordres d'achat. Donc, la bourse reçoit des ordres d'achat. Dans les salles de marché, elle émet des ordres de vente. Si les ordres d'achat sont plus importants, la valeur du coupon augmente et la valeur de taux d'intérêt baisse. Mais si les ordres de vente sont plus importants, la valeur du taux d'intérêt dont le yield augmente et la valeur du coupon baisse. On dit en finance, when yield goes up, price go down. When price goes up, yield go down. Voilà, c'est une phrase fondamentale de la finance. Je n'ai pas pris avec moi le bouquin CFA sur le fixed income, mais quand vous avez l'examen de CFA, c'est la première chose. On vous accueille avec ça et ça compte pour 0 point. C'est juste, on vous accueille avec ça, voilà. C'est pour vous mettre en chauffe. On vous envoie un petit jet de 10 questions pour que vous réchauffez un peu la température avant que vous commenciez les choses sérieuses. Donc ça, c'est les choses que les gens doivent comprendre. Ça ne devrait pas être quelque chose de mystérieux, voilà. Donc je vous ai expliqué en gros comment ça marche. Ça vous permettra, ce que je viens de dire là, de comprendre le processus de rééchelonnement plus tard. Est-ce que le rééchelonnement, c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose pour notre économie? Ça, vous allez comprendre ça plus tard. Est-ce que le rééchelonnement, c'est une bonne ou une mauvaise chose pour notre économie? Donc, je vous explique ça un peu comme ça pour que vous compreniez bien. Est-ce que le rééchelonnement, c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose pour notre économie? Donc, j'expliquerai ça et je vous donnerai les clés pour comprendre. Donc, le prochain direct, qui sera mis en ligne demain, il va s'intituler pourquoi l'État du Cameroun est incapable de payer sa dette à la bourse régionale des valeurs, régionales. Quel est le risque que cela fait courir à l'économie? Donc, je vais vous expliquer ça en profondeur. Pourquoi l'État du Cameroun est incapable de payer sa dette en ce moment à la bourse régionale des valeurs? Pas seulement l'État du Cameroun, l'État du Congo, l'État de RCA. Quel est l'État de... Quand on dit ils sont endettés là, on met quoi à l'intérieur? Ça veut dire quoi être endetté? Et je vous expliquerai pourquoi donc ils ne peuvent pas payer leur dette. Et pourquoi ils ne peuvent pas payer leur dette? Quel est le risque que cela fait courir? Donc, à l'économie, d'abord, avant qu'on arrive aux banques commerciales, quel est le risque que cela fait courir à l'économie? Le risque de sous-liquidité de l'économie, donc un risque d'assèchement de la liquidité dans l'économie. Et comment on fait? Par exemple, le Cameroun est en train de chercher déjà l'argent, encore sur les marchés internationaux, il cherche l'argent de parcours.
je vous expliquerai quel est le risque que cela fait courir à l'économie. Voilà, donc, juste pour que vous essayiez de comprendre. Voilà, donc, que ce soit au Congo, que ce soit en RCA, que ce soit au Cameroun, quel est le risque que cette situation-là d'incapacité de payer la dette, les bons de trésor, de rembourser les bons de trésor à la Banque centrale. C'est le cas du Cameroun, c'est le cas de la RCA, c'est le cas du Tchad et c'est le cas du Congo-Brazzaville. Ils n'arrivent pas à rembourser les bons de trésor à la RCA. Ils ne parviennent pas à payer les bons de trésor. Ils ne parviennent pas à payer les obligations qui ont été souscrites par les banques et les compagnies d'assurance. Donc, à partir du moment où ils ne parviennent pas à rembourser cet argent aux banques, aux compagnies d'assurance, qu'est-ce que cela veut dire en termes de risque pour l'économie? Donc, on va expliquer ça dans la vidéo qui sera en ligne demain. Je vous souhaite à tous et à tous de passer une formidable journée. Abonnez-vous sur notre chaîne. Invitez vos amis à s'abonner sur la chaîne du savoir. Mettez un like, s'il vous plaît, sur cette vidéo, je vous en prie, afin que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes. Voilà. Partagez-la sur votre mur, partagez-la dans vos groupes, car le meilleur sur cette chaîne est à venir. Merci bien. Passez une bonne et agréable journée. Bye.